Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour chers amis, bonjour chers élèves. Je suis Madame Anne-Rosine Meng du lycée bilingue de Bodjongo, professeure de français. Ce matin, nous vous parlerons du texte narratif, une leçon de langue française. Ainsi donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer par vous présenter l'objectif du cours. Au cours de cette leçon, ou au terme de cette leçon, l'apprenant que vous êtes sera capable d'analyser un texte narratif en se fondant sur son organisation, ses caractéristiques et ses fonctions. On ne peut donc pas commencer sans analyser un extrait que je vous propose ce matin. Il s'agit d'un texte de Albert Camus, un extrait du livre de son œuvre Les Justes, que nous allons tous lire, ensuite analyser pour pouvoir comprendre les mécanismes qu'il faut mettre en place pour analyser un texte narratif. Voilà. Vous avez au tableau là un extrait d'Albert Camus, comme je viens de vous le dire. Donc, Les Justes, livre 4, 1949. Il nous dit: Saint Dimitri avait rendez-vous dans la steppe avec Dieu lui-même, et il se hâtait lorsqu'il rencontra un paysan dont la voiture s'était embourbée. Alors, Saint Dimitri l'aida. La boue était épaisse, la fondrière profonde. Il fallut batailler pendant 1 heure. Et quand ce fut fini, Saint Dimitri courut au rendez-vous, mais Dieu n'était plus là. Très bien. Nous venons donc de lire le texte. Vous avez là les consignes. Dans la première consigne, on vous demande de lire attentivement ce texte, puis déterminer l'objectif poursuivi par l'auteur. Que veut-il faire dans cet extrait? Déduisez le type auquel il appartient. Qui parle dans ce texte déduit le type de focalisation et justifie ta réponse. Relève dans le texte les indices caractéristiques de ce type de texte. Observe la répartition des temps verbaux dans ce passage et justifie leur emploi. Ensuite, quelles étapes peux-tu distinguer de ce texte? Nomme chacune d'elles et donne ses éléments caractéristiques. Vous voyez, chers amis, je vous l'ai dit, on ne saurait donner l'essentiel de cette leçon si on n'applique pas dans ce texte. Et dans la première question, on vous l'a dit, on vous demande de déterminer l'objectif. Quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte que Albert Camus nous informe, il nous donne une information sur un personnage précis. Ce personnage, c'est qui? C'est bien sûr Saint Dimitri. Qu'est-ce que nous, en lisant, quelles sont les informations que nous avons sur lui? Il nous dit, Albert Camus nous dit que Saint Dimitri avait rendez-vous avec Dieu dans la steppe. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de nous raconter une histoire. Saint Dimitri nous raconte une histoire. L'histoire de qui? L'histoire, Albert Camus, pour moi, vous raconte une histoire. L'histoire de qui? L'histoire de Saint Dimitri, qui avait rendez-vous avec Dieu dans la steppe. Et étant donné que l'objectif c'est de nous raconter une histoire, de nous donner des informations, on déduit donc que ce texte appartient au type narratif. Vous voyez? Le texte narratif, objectif, raconter une histoire en vue de vous donner un certain nombre d'informations.
Deuxième question. Qui parle dans ce texte? Déduis le type de focalisation et justifie ta réponse. Qui parle dans ce texte? En lisant le texte, on se rend compte qu'il n'y a pas d'éléments de la première personne qui peuvent nous aider à identifier le principal émetteur. Mais au niveau du paratexte, on peut se rendre compte que celui qui parle, c'est bel et bien Albert Camus, l'auteur du texte. Voyez? Maintenant, en identifiant celui qui parle, cela nous permet de déduire le type de focalisation. Vous allez me demander, c'est quoi une focalisation? La focalisation, c'est le point de vue. C'est-à-dire, quel est le point de vue de l'auteur dans le texte? Quelle est sa position? Il raconte le texte de l'intérieur en tant que personnage ou alors en tant que témoin, ou alors on a l'impression qu'il sait tout, ou alors il lit dans les pensées des personnages. Or, ici, qu'est-ce qu'il fait? Albert Camus nous présente un personnage et on se rend compte qu'il maîtrise les contours de son histoire. Il sait que Saint-Dimitri avait rendez-vous dans la steppe. Il sait que Saint-Dimitri a rencontré un paysan. Il connaît même la dimension de la boue. Et il sait que Saint-Dimitri, après avoir aidé ce paysan, a manqué ce rendez-vous. On se rend donc compte que Albert Camus maîtrise tout. En fait, il prête des intentions, il prête des rôles à ces différents personnages. On aura donc affaire à une focalisation zéro, c'est-à-dire un point de vue omniscient, qui permet à l'auteur de se dédoubler. C'est-à-dire qu'il connaît les contours. Il peut même être à plusieurs endroits au même moment. Donc, la focalisation zéro est celle-là qui permet à l'auteur de raconter une histoire qu'il maîtrise en prêtant des idées à ces différents personnages. Dans la troisième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de relever dans le texte les indices caractéristiques de ce type de texte. Très bien. Nous avons dit au début, l'objectif c'est quoi? C'est de raconter une histoire. Comment raconter une histoire? C'est en d'autres termes la question. Comment fait-on pour raconter une histoire? Quels sont les éléments que l'auteur utilise pour raconter son histoire? Première chose, nous avons dit qu'il raconte l'histoire de qui? L'histoire de Saint-Dimitri. On a donc la présence des personnages. Qui sont dans ces personnages? On a Saint-Dimitri, on a le paysan dont la voiture s'était embourbée, on a également Dieu qui l'attendait à la steppe. Première chose, première caractéristique, la présence des personnages dans le texte. Deuxième caractéristique, on observe les temps verbaux. Pour raconter une histoire qui s'est déjà déroulée, bien sûr, vous allez me dire, on utilise les verbes du passé. On aura donc la présence des verbes à l'imparfait, la présence des verbes au passé simple, vous avez fallu, l'imparfait, était, fut fini, le passé antérieur, sont les temps verbaux par excellence de la narration. Car on raconte une histoire qui s'est déjà déroulée. Ensuite, quelles étapes peux-tu distinguer dans ce texte? Quand on parle des étapes, c'est-à-dire quand on raconte une histoire, qu'est-ce qu'on fait? Une histoire a des étapes. On ne parle pas d'un point de vue assez vague. On sait qu'est-ce qu'on va raconter. Et pour raconter une histoire, il faut être ordonné. Et quand on parle des étapes, on fait allusion au schéma narratif. Et quand on parle du schéma narratif, vous allez bien sûr me dire, dans le schéma narratif, on a la première étape qui est quoi? La situation initiale. Quelle est donc la situation initiale ici? On sait tous que Saint-Dimitri avait rendez-vous avec Dieu lui-même à la steppe. C'est la situation initiale. Quelles sont les informations? Quel est le rôle de la situation initiale? La situation initiale nous permet de présenter le début de notre histoire, c'est-à-dire qui généralement est stable. Après la situation initiale, il faut bien un élément qui va motiver la suite de l'histoire. Et cet élément, c'est ce que nous appelons généralement l'élément perturbateur. C'est l'élément déclencheur de toute la suite de notre histoire. Ça veut dire quoi? Saint-Dimitri avait rendez-vous avec Dieu dans la steppe. Oui, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui déclenche les transformations de ce récit? Ce qui déclenche les transformations, c'est que Saint Dimitri, en se hâtant pour aller à son rendez-vous, il rencontre un paysan dont la voiture s'était embourbée. C'est donc là l'élément déclencheur, l'événement perturbateur qui vient transformer la suite de notre histoire. Et quand cet élément perturbateur intervient, cela amène donc le récit à prendre une autre allure. Ça veut dire quoi? Le récit connaît donc un certain nombre d'étapes que l'on appelle les péripéties. Les péripéties, c'est quoi? Ce sont les différentes étapes qui vont nous conduire à la fin de notre histoire. La première péripétie, c'est quoi? Saint Dimitri aida le paysan. Donc, il a rencontré le paysan et qu'est-ce qu'il fait? Il l'aide. Première péripétie. En l'aidant donc, on nous dit que la boue était tellement épaisse, la fondrière profonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en l'aidant, il a fallu que Saint Dimitri bataille. Deuxième péripétie, deuxième étape. Il a donc fallu qu'il bataille pendant 1 heure. Après avoir bataillé, troisième étape, il a pu aider. Ça veut dire que cette aide est terminée, cette action est terminée. À la fin, donc, on a une situation finale. La situation finale, c'est donc la fin de notre récit. Cette situation finale, elle peut être heureuse ou malheureuse. Elle peut être comblée ou alors une situation de manque. Ici, dites-moi, est-ce que cette situation est heureuse? Est-ce qu'elle est comblée? Est-ce qu'elle est malheureuse? Est-ce que Saint Dimitri a atteint son objectif? On se rend bien sûr compte que Saint Dimitri n'a pas atteint son objectif parce qu'il n'a pas rencontré le Dieu qu'il attendait dans la steppe. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on retient donc dans le texte narratif? Premièrement, la définition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le texte narratif a pour but de raconter une histoire, des événements vécus par un narrateur ou un personnage réel ou imaginaire en les situant dans l'espace et dans le temps. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec Saint Dimitri. Albert Camus nous a raconté l'histoire de Saint Dimitri. Est-ce que l'histoire est réelle? Est-ce que l'histoire est imaginaire? On va bien sûr se rendre compte que c'est une histoire imaginaire, mais qui fait intervenir des personnages dans un espace précis. L'espace, c'est quoi? C'est la steppe. Aussi, l'action racontée. En plus de l'action racontée, le récit inclut souvent des dialogues, des descriptions et des commentaires. Dans notre cas, on n'a pas eu l'impression que les personnages dialoguaient parce qu'il n'y a pas eu des verbes de parole. Mais retenez que dans certains textes, dans d'autres textes narratifs, vous allez voir l'intervention des descriptions et des dialogues. Et la description est souvent généralement marquée par les verbes conjugués à l'imparfait pour davantage étayer, donner plus d'informations à notre histoire, à notre point de vue des choses. Ensuite, pour reconnaître un texte narratif, il faut bien sûr que quelqu'un nous raconte une histoire. Et pour raconter une histoire, il faut qu'on soit un narrateur. Narrateur qui raconte, qui nous informe et qui nous donne des détails. Mais dans un texte, on peut avoir plusieurs instances narratives. Instance narrative ici, c'est quoi? C'est les interventions des voix. C'est ce que nous avons dit plus haut dans la définition, les dialogues. Donc, dans un texte narratif, lorsqu'on parle des instances narratives, en fait, il s'agit de relever les différents personnages ou alors les différentes voix qui interviennent dans le texte. Dans un premier temps, on peut avoir un narrateur qui se confond au personnage. En ce moment, on l'appellera narrateur, acteur ou narrateur personnage. Ça veut dire quoi? Le narrateur prend part à son histoire. Et ce n'est pas le cas avec l'histoire de Saint Dimitri. Si par exemple, on vous demande de raconter vos aventures à l'école, c'est-à-dire c'est le premier jour de la rentrée, on vous demande de raconter ce jour-là, en utilisant le pronom « je », on reconnaîtra que c'est votre histoire et que vous êtes personnage, vous êtes acteur de cette dernière.
Deuxième cas de narrateur, un narrateur qui se limite à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il peut faire. Ça veut dire que le cadre est restreint. Il se limite. Ça veut dire quoi? Il est observateur. Imaginez-vous, vous êtes en train de raconter une histoire que vous avez vécue, mais sans prendre part en tant qu'acteur. En ce moment, vous serez donc un témoin. Enfin, vous avez un dernier cas, un narrateur qui lit dans les pensées. Il se situe à différents endroits au même moment. On parle de narrateur omniscient. C'est le cas avec Albert Camus. C'est-à-dire, Albert Camus nous raconte l'histoire de Saint-Dimitri et on voit les différentes transformations. On se rend donc compte que ce dernier, à l'œil de Dieu, il peut voir tout, il sait tout, il connaît tout. Cette étude des différents narrateurs nous permettra donc de déduire les points de vue que nous avons appelés les focalisations. En fonction du type de narrateur, on a un point de vue ou alors une focalisation bien distincte. Le premier cas, c'est le narrateur qui est personnage, le narrateur qui est acteur, qui nous renvoie donc à la focalisation interne, qui dérive du narrateur-acteur. Pour ce dernier, le texte est écrit à la première personne. Voyez? Il peut donc arriver qu'on vous propose une épreuve de langue sur le texte narratif en communication. On vous demande qui parle, déduire le type de narrateur et la focalisation qui intervient. Donc, ne ratez pas cela parce que à chaque fois, le type de narrateur devra vous aider à identifier le type de focalisation. La focalisation externe, c'est le narrateur témoin, le narrateur qui ne livre que la version des choses qu'il a vues, qu'il a entendues et bien sûr qu'il a entendu. Donc le texte est écrit à la troisième personne. Vous racontez certainement l'histoire de votre camarade, vous allez dire il est parti, ensuite il est revenu, le texte est raconté à la troisième personne. Et enfin, la focalisation 0. C'est celle qui dérive du narrateur omniscient, le cas de notre texte. Albert Camus. Il sait tout, voit tout, se dédouble, prête des intentions au personnage et fait des projections. Bref, c'est le regard de Dieu et on l'identifie par l'utilisation également de la troisième personne. Mais à la différence de la focalisation externe, il faut faire très attention avec les verbes de perception, les mouvements, les déplacements des différents personnages. Je prends un exemple. Vous êtes certainement à l'IUC et on vous demande de raconter une histoire qui se déroule actuellement au lycée bilingue de Bodjongo. Alors que vous êtes à l'IUC. Ça veut dire quoi? Vous êtes là, vous allez vous dédoubler. On aura l'impression que vous êtes au lycée bilingue de Bodjongo. Ça veut dire que vous serez omniscient, vous aurez l'œil de Dieu. Et vous allez raconter tout ce qui se passe là-bas, comme si vous y étiez, et en même temps dire ce qui se passe actuellement à l'IUC. Adore des focalisations, le texte narratif a son organisation qui lui est propre. Premièrement, nous avons le schéma narratif. Le schéma narratif, nous l'avons dit, c'est l'ensemble des étapes qui constituent un récit. Et pour qu'il y ait donc récit, il faut qu'il y ait une situation initiale, c'est-à-dire la situation initiale qui est toujours stable, calme, sans trouble. Et il faut donc un événement qui viendra bouleverser la stabilité de la situation initiale qui sera appelé événement perturbateur. Après cet événement perturbateur, on va assister aux différentes transformations que nous appelons péripéties et à la fin, nous aurons une situation finale. Je prends un exemple. La fameuse fable de Jean La Fontaine, le corbeau et le renard. Voyez, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage. La situation initiale, c'est laquelle? Le corbeau tient son
fromage. Il est tellement calme. L'événement perturbateur, c'est quoi? C'est le renard qui vient et qui lui tient un langage assez séduisant, voyez. Et ce suit donc les étapes. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le corbeau perd son fromage. Après le schéma narratif, nous avons le schéma actantiel. Le schéma actantiel, c'est quoi? C'est l'étude des personnages dans un texte avec les différents rôles. Et pour raconter une histoire, nous avons besoin d'un destinataire, un objet, un sujet, des adjuvants, des opposants. Qu'est-ce qui se passe? Le sujet, c'est le héros. Son objectif, c'est quoi? C'est son objet de quête. Il veut atteindre cet objet de quête. C'est le cas avec Saint Dimitri. Saint Dimitri est notre sujet et l'objet de quête, c'est quoi? C'est son rendez-vous avec Dieu. Maintenant, les adjuvants. Qui sont ceux qui aident Saint Dimitri à aller à son rendez-vous? C'est le fait que Saint Dimitri aille très rapidement. Et les opposants, c'est le paysan, la boue qui est épaisse. Et qui est le destinataire? C'est celui qui nous livre l'information, qui nous livre le texte, qui est Albert Camus. Et le destinataire, c'est celui qui reçoit l'information qui est distillée par le principal auteur. Donc, pour résumer le schéma narratif, dans le schéma narratif, nous avons un destinataire, des adjuvants, opposants, un sujet qui est à la quête d'un objet. Après cela, il faudra donc identifier d'une manière concrète le texte narratif par ses éléments caractéristiques. Et dans les éléments caractéristiques, nous avons des caractéristiques grammaticales et des caractéristiques. Dans les caractéristiques grammaticales, nous avons des temps verbaux, nous avons l'utilisation des verbes d'action, nous avons un schéma narratif qui est assez ordonné. Dans les caractéristiques lexicales, nous avons les indices spatio-temporels, nous avons la présence des personnages. Dans les indices spatio-temporels, on a le temps et l'espace. D'une manière générale, donc, comment faire pour reconnaître un texte narratif? Les temps verbaux, nous avons le présent, qui généralement a une valeur narrative, le passé simple, l'imparfait, le passé composé. On peut aller plus loin avec le passé antérieur. Ensuite, vous avez les indices spatio-temporels avec les indices de temps et les indices d'espace. Vous avez également l'utilisation des verbes d'action. Vous avez la présence des personnages et la présence d'un circuit narratif que nous avons appelé plus haut l'organisation d'un texte narratif. Et à la fin, vous voyez, dans notre objectif, nous avons dit qu'un texte, on doit pouvoir identifier les différentes fonctions d'un texte narratif. En parlant donc de fonctions, la fonction, c'est quoi? C'est le but. Quel est le but de ce texte? Le texte narratif a pour but de présenter ou alors de transmettre certains messages. Et cela renvoie à la fonction symbolique. Le narrateur se sert des événements pour transmettre des messages. Ensuite, la fonction fictive. Les faits racontés peuvent être complètement inventés. La fonction informative ou documentaire, le narrateur relate un fait réel avec les dates, les lieux, les personnages et le déroulement de l'action. Il livre donc des informations sur une époque précise. Enfin, nous avons la fonction argumentative, car le texte narratif, permet de défendre une thèse. Il peut donc servir d'exemple pour pouvoir étayer son point de vue. Où trouve-t-on les textes narratifs? Dans des récits, des romans, des contes, des nouvelles, des reportages, des faits divers et des mythes. Voilà donc, chers amis, d'une manière générale, le texte narratif.
pour reconnaître un texte narratif, il faut identifier son organisation, ses caractéristiques et déduire ses différentes fonctions. Donc, voilà, chers amis, la leçon de ce matin qui portait sur le texte narratif et a donc pour objectif de vous amener à analyser si jamais vous avez ce type de texte à l'examen. Merci. Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Corde.